Les magistrats mieux payés que les ministres et les députés. Le président du Faso vient en tête des salaires. En attendant que débute le processus de refonte, coup de projecteur sur les barèmes des rémunérations dans la fonction publique. Les détails dans notre chronique éco tout à l'heure. La lutte contre la cybercriminalité s'accentue. De nouvelles lois plus strictes sont en élaboration. Les experts sont réunis sur la question depuis ce matin. Et puis, fabriquer des pavés avec des déchets plastiques, oui, c'est possible. C'est la prouesse de deux jeunes Burkinabés, Dimitri et Michael, depuis leur usine de Saba. Nous irons à leur rencontre. Voilà pour le sommaire de ces 19h30. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition. Il est l'organe du corps humain sans doute parmi les plus importants et quand il est malade, il provoque ce qu'on appelle généralement l'insuffisance rénale. Vous l'aurez bien compris, je vous parle du rein. Le rein dont on célèbre depuis ce 8 mars la 13e journée mondiale. Alors ce soir, nous posons quelques questions sur cet organe. Qu'est-ce que c'est que le rein? À quel moment parle-t-on d'insuffisance rénale? Et surtout, comment les insuffisants rénaux sont-ils pris en charge au Burkina Faso? Les réponses dans cet élément signé de l'excellent Rémi Lambert-Nébier. Organe vital de l'être humain, le rein est l'appareil purificateur de l'organisme. Tout homme en possède normalement deux. Les reins, c'est des organes qui sont dans la cavité abdominale. Pour le commun des mortels, on dit qu'ils sont dans le ventre. Et ils sont situés en dessous des dernières côtes. On en a deux de chaque côté, un rein droit et un rein gauche. Et cet organe-là a pour rôle de pouvoir nettoyer l'organisme des déchets à partir du sang qui va rejeter par l'intermédiaire des urines. Et normalement, c'est les deux reins qui fonctionnent, mais avec un seul rein, on peut vivre. En activité permanente pour purifier le corps humain, cette paire de machines est exposée à l'usure. Une usure causée par de nombreuses pathologies qui aujourd'hui sont désignées comme des maladies à l'origine de l'insuffisance rénale. Il y a l'hypertension, il y a le diabète, c'est les maladies qui sont pourvoyeurs d'insuffisance rénale. Mais il y a également la biliariose, comme je l'ai dit, les infections urinaires à répétition, il y a le maux des dents, le maux d'oreille, la gale, tout ça peut entraîner l'insuffisance rénale à la longue si ce n'est pas pris en charge correctement. Quand elle prend une grossesse avec le vomissement à répétition, elle peut faire une insuffisance rénale qui peut être passagère. Mais si elle vomit, que l'insuffisance rénale qui est passagère n'est pas corrigée, à la longue, ça peut entraîner une insuffisance rénale qui est chronique également. Mais il y a également les avortements dans les cas de grossesse indésirée. Pour pallier le dysfonctionnement des reins, effet déclencheur de la maladie, les patients souffrant d'insuffisance rénale sont obligés de recourir à l'hémodialyse. L'hémodialyse, c'est, comme son nom l'indique, on va brancher le malade sur une machine qu'on appelle générateur. Et c'est cette machine-là qui va aspirer le sang et à partir d'un processus qu'on va installer sur le malade. Et quand le sang va être tiré et puis qui va passer dans une autre structure qu'on appelle le rein artificiel qui va débarrasser le sang des déchets. Et maintenant, ça c'est l'hémodialyse. Et le sang débarrassé des déchets, le sang propre retourne au malade. Mais dans la dialyse péritonéale, on va mettre un tuyau qu'on appelle dans notre jargon cathéter dans l'abdomen du malade et on va faire passer une solution dans l'abdomen et cette solution va se charger de soustraire les substances et à la fin on va vider le liquide qui est contenu dans l'abdomen du malade. Mais ceci demande que le malade soit très propre. Pour le moment, on ne fait pas au Burkina, il y a la difficulté, mais il y a également le matériel. Malgré cette possibilité de prise en charge médicale de l'insuffisance rénale, cette maladie est perçue de nos jours comme un mal conduisant inexorablement vers la mort. Une considération fataliste due au fait que la prise en charge de la maladie est des plus précaires et souvent inaccessible.
Au Burkina Faso, plus de 300 patients sont en dialyse, mais l'état des lieux de la prise en charge fait ressortir une douzaine de médecins soignants pour 4 centres d'hémodialyse publics et une structure privée de prise en charge. De nos jours, on a à peu près 34 générateurs pour la prise en charge de ces malades. Mais il y a l'hôpital Blaise Compaoré qui vient d'ouvrir tout récemment avec environ 12 à 15 générateurs pour pouvoir épauler un peu Yalgado. Il y a également l'hôpital du district de Borodoro qui a ouvert, qui a un centre d'hémodialyse mais qui n'est pas encore totalement opérationnel. Il y a le CHU Sourou Sanou de Borodoro qui a également un centre de néphrologie avec un centre d'hémodialyse. Et ils sont en train de s'atteler également pour pouvoir ouvrir. Je crois qu'il y a quelques petits réglages qui restent à faire. À cette insuffisance du plateau technique se greffe le coût élevé des frais de prise en charge. Le malade paye 500 000 pour toute sa durée en hémodialyse. Une fois qu'il paye les 500 000, s'il doit faire 10 ans en hémodialyse, il ne paye plus pour l'hémodialyse. Mais il doit payer les médicaments, il doit payer les examens. Et dans d'autres pays, les malades payent pas 500 000 sur le champ, les malades payent peut-être 2000 à 2500 par séance d'hémodialyse. Et quand vous faites le calcul de ça, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, ils ont déjà amorti les 500 000. Mais ils continuent de payer. Il faut pérenniser. À l'état seul, c'est un peu difficile quand même. Pour une meilleure prise en charge de la maladie au Burkina Faso, plus d'un pense aujourd'hui qu'il faudrait arriver à définir des critères précis en la matière. Il faudrait qu'on s'asseye ensemble, qu'on essaie de voir ce qu'on peut prendre en dialyse. Ça se fait. Ailleurs, ça se fait. Il y a une structure qui est là, qui gère normalement ce qu'on peut prendre en dialyse. Ouais, et puis ceux qui peuvent attendre également. Et chez nous ici, longtemps on n'avait pas de structure privée, et ce qui faisait qu'on était obligé de prendre tout le monde en dialyse. Maintenant on a une structure privée. Ceux qui ont les moyens peut-être pourront peut-être se tourner vers cette structure-là pour un certain nombre de dialyses, parce que les dialyses aiguës, c'est ce qu'il a dit, pour un problème ponctuel, qui trouve une solution rapide, pour ces gens on peut les prendre là-bas. Et en ce moment on pourra bien prendre en charge nos malades. D'ici 2020, il sera seulement une vingtaine de néphrologues à exercer au Burkina Faso. La formation du personnel soignant est donc un aspect à ne pas négliger dans la prise en charge de cette maladie dont l'Organisation mondiale de la santé prévoit une augmentation de la prévalence de 17% dans les 10 années à venir. Voilà, on change totalement de sujet. Les installations de l'Onatel qui sont la cible d'actes de vandalisme de plus en plus répétés. Ce matin, l'Office national des télécommunications a constaté qu'environ 6 000 paires de fils de cuivre de ces installations ont été emportés. Conséquence, la fibre optique est endommagée et il va sans dire que la connexion Internet aussi en pâtit. Natacha Ouedraogo. Le constat est amer ce matin de lundi 12 mars 2018 pour le chef de Centre national des moyens opérationnels de l'Onatel, l'Office national des télécommunications. Les voleurs ont fait des dégâts. Au moins 6 000 paires de fils de cuivre coupés et emportés. La fibre optique est touchée. Ça veut dire que c'est des clients potentiels qui sont à l'arrêt. Il y a la fibre optique également qui est touchée. Voilà. Ce qui met éventuellement à l'arrêt tous ces clients qui sont desservis par la fibre optique. Et vous comprenez que Ouaga 2000 est une zone très sensible avec beaucoup de gros clients et tous ces clients sont impactés par le manque de services. C'est quoi? Ce sont des individus qui, pour des raisons diverses, s'en prennent à notre réseau, sabotent notre réseau. Voilà. Donc ce qui s'est passé ici, c'est que c'est des individus qui ont forcé un de nos ouvrages, communément appelé chambre téléphonique, qui est un ouvrage par lequel transitent les câbles, un ouvrage sur lequel on s'appuie pour faire le déploiement du réseau à l'endroit de toute la clientèle. Et des individus se sont pris à cette chambre téléphonique en la forçant et en coupant les câbles qui s'y trouvent, isolant du coup le service auprès de notre clientèle. En 2017, le réseau de téléphonie mobile a perdu plus de 1,5 milliard de francs CFA suite à des actes de vandalisme. En cette année 2018, en moins d'un mois, ce sont plus de 3 chambres téléphoniques qui ont été vandalisées dans la zone de Ouaga 2000.
Le problème, il faut dire que ça fait un bon bout de temps que le phénomène perdure dans la zone de Ouaga 2000. Et vous aurez remarqué qu'il n'y a pas longtemps, au niveau du rond-point des droits humains, au niveau du rond-point des martyrs, on avait été victime à ce niveau. Ça a été rétabli. Et la semaine passée également, on a enregistré ce dégât à ce niveau. Et vous aurez constaté que le câble fibre optique est déjà rétabli, ce qui a permis aux abonnés qui sont sur la fibre optique de bénéficier à nouveau du service. Mais pour ce qui est du câble multipèbre et le câble multipèbre, les travaux sont en cours pour remettre au plus vite les services pour le bonheur de notre clientèle. Malgré la multiplication de mesures de sécurité prises par le réseau, le phénomène perdure. Face à cette recrudescence donc, la compagnie appelle la population à plus de collaboration. Par ailleurs, elle invite ses clients à la compréhension et à la patience. Du vandalisme, on passe aux actes délictueux virtuels. La cybercriminalité prend des proportions inquiétantes au Burkina. La riposte s'organise, il faut adapter les textes. Eh bien, depuis ce matin, plusieurs experts du département de la justice, de l'économie numérique et d'institutions spécialisées sont réunis. Objectif, élaborer un avant-projet de loi sur la répression de la cybercriminalité. Le point de Madinassine. Des technologies de l'information et de la communication en plein essor au Burkina Faso. Aujourd'hui, on n'imagine plus notre vie sans le numérique. Le numérique fait donc partie du quotidien des Burkinabés, mais le numérique détruit ce quotidien à petit feu. Il faut donc agir. Nous sommes en train de travailler pour préparer un avant-projet de loi sur la cybercriminalité. Et vous savez bien, comme elle a expliqué, les infractions commises sur Internet ou à l'aide de l'Internet. Donc nous sommes chargés en tant que ministère de la politique pénale donc de concevoir et donc d'incriminer les nouvelles situations. Mais étant donné de la spécificité du domaine qui concerne justement les technologies de l'information et de la communication, l'apport du département en charge de ces questions est importante. À cet atelier, une quarantaine d'experts nationaux vont travailler en synergie pour l'élaboration de l'avant-projet de loi relatif à la répression de la cybercriminalité au Burkina Faso. Ils auront à leur côté le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe est ici pour travailler avec le gouvernement du Burkina Faso et avec un groupe d'experts nationaux. Nous sommes ici parce que sans législation, on ne peut pas faire rien. Sans législation, le pays ne peut pas faire rien contre la cybercriminalité. Et ça, c'est le premier pas. Après, on peut intégrer le Burkina Faso dans le projet Glaci Plus pour que les différents acteurs nationaux, la police, le parquet, la magistrature, peuvent avoir aussi des formations essentielles de lutte contre la cybercriminalité. Les travaux vont durer 4 jours. Le ministère en charge de la justice attend impatiemment les conclusions de cet atelier afin que le pays dispose d'un arsenal juridique propice au développement de l'économie numérique et par la même occasion dissuader et punir les cybercriminels en cas d'infraction. Vous le savez, le Burkina bénéficie d'un second compact Millennium Challenge Corporation. L'unité de coordination et de la formulation de ce second compact est entrée dans la 3e phase de sa mission et c'est l'électricité qui est au centre des échanges au cours d'un atelier qui a débuté ce matin sur le sujet. Il a été question du renforcement du réseau de transport et de distribution du courant électrique. Natacha Ouedraogo. Le Burkina Faso fait face à un déficit de la fourniture d'électricité par rapport à la demande depuis quelques années. Pour résoudre ce problème, le processus de formulation du second compact a mis le focus sur le domaine de l'électricité tout en prenant en compte les contraintes de qualification de la main-d'œuvre. Ce 12 mars, l'UCF Burkina, l'Union de coordination de la formulation du second compact du Burkina Faso et l'équipe pays du MCC, le Millennium Challenge Corporation, entament les activités de la phase 3 du projet. Vendredi, avec pour objectif d'arriver à élaborer les documents préliminaires des projets qui vont rentrer dans le compact et voir dans quelle mesure ça répond, oui ou non, aux attentes des uns et des autres. Et à l'issue de tout cela, lorsque on va arriver à une plus grande maturité,
n'est-ce pas, de ces projets. Il y aura un atelier national, voilà, qui va regarder tout ça. Et après quoi, nous allons soumettre les différents documents à l'adoption par le gouvernement. Et c'est suite à cela que les documents vont être maintenant proposés officiellement, voilà, comme les documents du projet du deuxième compact. Pendant 5 jours, les acteurs clés du domaine de l'électricité vont réfléchir aux 4 projets qui vont composer le second compact. Dans un premier temps, c'est l'amont, c'est-à-dire le développement des capacités institutionnelles, des capacités humaines. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est le cœur, c'est l'offre d'électricité. Troisième volet, c'est la distribution, le transport et la distribution de l'électricité jusqu'au consommateur. Et quatrième volet, enfin, c'est une fois que l'électricité est arrivée au niveau du consommateur, comment faciliter l'accès, la connexion des ménages et des entreprises à cette électricité et comment valoriser au mieux l'électricité qui va être mise à leur disposition. Les projets retenus dans cette troisième phase vont faire l'objet d'approfondissements, notamment à travers des études de faisabilité, des études environnementales et sociales dans la quatrième phase. En plein débat sur la refonte des salaires dans la fonction publique, l'hebdomadaire L'économiste du Faso donne des détails sur les émoluments de nos fonctionnaires. Qui est le mieux payé? Le président du Faso viendrait en tête. On retient aussi que les magistrats sont mieux rémunérés que les ministres et les députés. Dans certains cas, les indemnités dépasseraient les salaires de base. Le point de tout cela dans notre chronique Écho de ce 12 mars et elle est signée Roméo Koïta. C'est logiquement le président du Faso qui vient en tête du peloton des gros salaires de la fonction publique burkinabé. Son salaire mensuel brut est estimé à 2 500 000 francs CFA, dont 1 500 000 francs comme salaire de base et 1 million de francs CFA d'indemnité de représentation. Dans ce classement, l'on s'attendrait méthodiquement à ce que suivent le chef du gouvernement et ses ministres, ou même les présidents d'institutions, mais erreur. Après le chef de l'État, les mieux rémunérés sont les magistrats. Leur salaire mensuel brut est de l'ordre de 887 842 000 francs CFA pour un débutant et 2 820 148 francs CFA en fonction de l'ancienneté. Une grille de rémunération qui fait suite à leur nouveau barème de solde et régime indemnitaire entré en vigueur en 2016. On a tous dit que c'était une erreur. Enfin, une erreur, c'est pas une erreur, ça dépend de là où on se place. À partir du moment où c'était un accord négocié, de parti à parti, donc au nom de la continuité de l'État, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre. Maintenant, on a vu la suite des événements où chacun voulait effectivement améliorer ses conditions. Et peut-être que c'est le péché originel, comme disent certaines personnes. Après les magistrats, le Premier ministre et les présidents d'institutions partagent la troisième place avec un salaire brut de 2 308 000 francs CFA. Juste après ces hautes personnalités, il y a le ministre d'État, 1 205 000 francs CFA. Les ministres délégués et les secrétaires d'État touchent 1 115 000 francs CFA. En dessous des membres du gouvernement, on retrouve les députés avec un salaire mensuel brut de 960 397 francs CFA. Ce montant a été fixé après que les élus nationaux aient accepté que leur émolument de 1 200 000 francs CFA subisse un rabattement de 19%. Un exemple qui devrait inspirer les hautes personnalités de l'État selon l'économiste du Faso, dans un contexte où il est plus que jamais question d'harmoniser les salaires des agents de la fonction publique pour corriger des injustices. C'est un débat qui est ouvert, parce que les syndicats, je suis sûr que les syndicats vont demander à ce que l'exemple vienne d'en haut, et c'est tout à fait légitime que s'il y a des efforts, des sacrifices à faire, il faut que les premiers responsables donnent l'exemple. Toutes ces questions pourraient donc rebondir sur la table des débats sur les rémunérations des fonctionnaires. Le projet a déjà été remis aux partenaires sociaux pour amendement. C'est le 21 mars prochain qu'ils doivent restituer leurs observations.
La PBF, l'agence de promotion des investissements au Burkina Faso, a entamé une grande campagne de communication visant à mieux faire connaître ses missions. Elle était à Bobo-Dioulasso ce week-end. Arsène Konditamde. L'agence de promotion des investissements du Burkina Faso, APBF, à la rencontre des acteurs économiques de la région des Hauts-Bassins. Le rôle de l'agence est d'accueillir, d'orienter les investisseurs et de promouvoir l'image économique du Burkina Faso, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. C'est ce message que l'APBF est venu porter ce 9 mars aux acteurs économiques présents dans la salle de conférence de la délégation consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie. Méconnus des opérateurs économiques, les premiers responsables de l'APBF veulent rectifier le tir. Aujourd'hui, nous sommes là à la Chambre de commerce, c'est pour rencontrer tous les acteurs économiques, pour mieux présenter l'agence qui n'est pas très connue dans le milieu des affaires et leur expliquer ce que nous leur avons apporté, ce que nous pouvons leur apporter, c'est-à-dire les accompagner au quotidien, les aider à lever des obstacles s'il y en a pour une meilleure gestion de leurs investissements. C'est nous qui sommes venus leur faire la proposition de les accompagner. Maintenant, eux, ils nous disent quelles sont leurs difficultés, quelles sont leurs préoccupations et ensemble, nous faisons des propositions de solutions que nous allons porter à la connaissance du Conseil présidentiel pour l'investissement qui va avoir une session dans quelques mois. Pendant près de 2 heures, les échanges entre l'APBF et les opérateurs économiques de la région des Hauts-Bassins ont été fructueux. De nombreuses préoccupations ont été posées et des réponses apportées. Si on crée des zones économiques spéciales avec votre structure, les hectares de superficie qui vont être dégagés, c'est vous qui attribuez aux investisseurs. J'attendais parler de l'agence comme ça, mais je pense que déjà avec ce contact que nous avons eu direct, ça nous donne vraiment une aubaine sur l'agence et nous allons aussi à notre tour aussi parler beaucoup de l'agence à d'autres collaborateurs. Et je pense que l'agence est la bienvenue et on souhaite qu'elle puisse quand même se développer plus. Et je soutiens dans la recherche de financement qu'il faut qu'on mette en place un dispositif pour répondre à leurs préoccupations. Donc ce que nous faisons, c'est que nous faisons un peu d'intermédiation avec les sociétés financières. Nous leur donnons un maximum d'informations sur comment pouvoir leur projet, comment faire le plan d'affaires. Pour réussir la mission qui lui est assignée, l'agence s'appuie sur son réseau d'experts, sur les acteurs du secteur privé et sa collaboration avec les départements ministériels. La PBF offre un service gratuit et professionnel à tous les investisseurs. Ils sont deux jeunes burkinabés. Dimitri et Judikaël ont décidé d'entrer dans le monde très exigeant de l'entrepreneuriat après leur diplôme. Ils se sont lancés dans la fabrication des pavés avec des déchets plastiques. Les moyens sont encore rudimentaires, mais la détermination y est. Et c'est dans la commune de Sahaba que Dimitri et Judikaël ont installé leur usine de fortune. Je vous propose d'aller à la rencontre avec Roméo Koïta. L'endroit paraît anodin à vue d'œil. Et pourtant, c'est ici que Dimitri et Judikaël ont décidé de mener leurs activités génératrices de revenus. Nous sommes à la périphérie de la commune de Sahaba, à une quinzaine de kilomètres de Ouagadougou. Ici, ces jeunes ont installé leur laboratoire de fortune. Un laboratoire d'où sortent pourtant des objets dignes d'intérêt. Il s'agit de pavés qu'ils fabriquent à partir de déchets plastiques collectés dans la rue. Après le processus de transformation, voici le résultat. Des pavés en forme de losange dont ils vantent la qualité. En tout cas, c'est compliqué pour que ça se casse. Vu que si c'est pas avec une hache qu'on peut casser, c'est difficile de les laisser tomber par exemple comme cela. Puis ça va se casser, c'est pas possible. Même pas. Même si on les jette comme cela. Un boulot appris sur le tas et pourtant, ces deux amis de longue date sont tous nantis d'un certificat de qualification professionnelle et d'un brevet de qualification professionnelle obtenu au sein de formation professionnelle de Ouagadougou. Pourquoi ont-ils donc décidé d'entreprendre une activité pour laquelle ils ne sont pas qualifiés? Avec ces deux diplômes, on nous disait que tu pouvais te faire un travail, même si c'est un stage. Mais on a pris plus de 3 mois à déposer les stages, personne ne nous a appelés. Donc c'est ça maintenant qui on a eu l'idée, vaut mieux chercher du travail que tu peux inventer. C'est ça qui nous a amené à inventer les pavés, les poses pavés en plastique. Et on sait qu'avec ça, si on arrive à le mettre en place,
ça va recruter beaucoup de personnes, des centaines de personnes qui vont avoir un boulot à faire. Le refus de chômer et la hargne d'entreprendre amènent Dimitri et Judicaël, respectivement âgés de 23 et 28 ans, à prendre leur destin en main. On a vu aussi qu'il y avait la matière première au Burkina. Partout, on stockait des tonnes de plastique. Donc c'est ça maintenant qui nous a donné l'idée. On a vu qu'il y a la matière, pourquoi ne pas l'exploiter? Et justement, comment donne-t-il une seconde vie à ces objets a priori sans intérêt? Le plastique, leur matière première, est découpé en morceaux pour faciliter la fonte une fois au feu. 1 kg de plastique peut produire 5 pavés. La fonte peut durer 35 à 45 minutes en fonction de l'intensité du feu. Maintenant, quand on met le plastique et que ça commence à fondre, on obtient quelque chose de liquide. Vous voyez? Mais le plastique seul ne suffit pas à confectionner les pavés. Il faut ajouter une matière pour les rendre plus solides. Une matière dont eux seuls ont le secret. Bon, comme on veut tirer des pavés de couleur rouge, on va associer le colorant rouge avec le sable. Là, et si on mélange avec le plastique déjà fondu, à la sortie, ça va donner la couleur rouge et la couleur qu'on veut. On peut faire sortir toutes sortes de couleurs. Tout dépend du client. L'essentiel du boulot est fait. Une fois la matière de solidification ajoutée, il ne reste plus qu'à patienter pendant une douzaine de minutes pour avoir la matière définitive qui va servir à confectionner les pavés. L'étape finale, c'est la mise en moule de la pâte, ce qui permet de lui donner la forme souhaitée. Et c'est en même temps l'une de leurs plus grandes difficultés. Il n'y a que 2 moules, ce qui réduit considérablement leur capacité de production. Bon, on n'est pas en mesure de produire ça en quantité, vu qu'on a des problèmes de moules. Donc souvent, on est obligé de livrer des pavés de 4 mètres carrés, de 5 mètres carrés, juste pour se prendre en charge, quoi. Sinon, en tout cas, si on gagnait les moules pour produire en plusieurs quantités, on pouvait livrer beaucoup de gens. Et c'est ça le problème maintenant. Avec ces 2 moules, ils n'arrivent à produire que 15 pavés par jour. Il leur est donc difficile de satisfaire leurs commandes. Une situation préjudiciable en termes de rentabilité. Si on gagnait vraiment toute personne qui pourrait nous aider, que ce soit les moules, le recyclage des plastiques, ça allait vraiment accélérer le travail. Cela fait déjà 6 mois qu'ils exercent ce métier. Pour l'instant, l'activité est menée de manière artisanale. Malgré tout, Dimitri et Judicaël nourrissent de grands rêves. Révolutionner le marché du pavé au Burkina Faso. Voilà, on peut dire qu'avec Dimitri et Judicaël, le Made in Burkina respire encore. Et la transition est toute trouvée pour aller à la rencontre d'Eliezer Oubda, le burkinabé ingénieur de son en pleine ascension dans la sous-région. Il est de plus en plus sollicité dans les grands événements. C'est lui qui est le maestro du son du Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, qui se déroule en ce moment même. Et notre reporter Alfred Thioye l'a rencontré sur place. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan, c'est la grande messe du son et de la lumière. Le Massa, c'est plus de 1000 spectacles dans plusieurs salles du Palais de la Culture, mais aussi sur des scènes délocalisées. C'est tout naturellement que l'expertise des ingénieurs de la lumière et du son est sollicitée, mais que l'expertise vienne du Burkina Faso n'est pas toujours évident. Eliezer Oubda, ingénieur du son burkinabé, il est à la manœuvre pour offrir aux festivaliers du bon son avec du matériel de pointe. C'est du RCF et des TT55 pour les têtes et des 56 pour les basses. Et on a la chance d'avoir de super consoles. On a une CL5 en face, une CL1 au retour, avec des Rio. On travaille tout en numérique, ça veut dire qu'il n'y a pas de multipaire, il n'y a pas de câble qui passe. Il y a juste un câble RJ45 qui transporte tout le signal.
et on peut récupérer tout sur un ordi. Et le principal avantage de ce système-là, c'est qu'on peut sauver. Quand on fait les balances, on peut même enregistrer sur une clé. Et au moment où la prestation doit se faire, on n'a juste qu'à rappeler la scène. Et puis, disons que c'est un peu plus facile qu'avant où il fallait tout noter, sauvegarder les réglages ou prendre une photo de la console. Et là, en une seconde, c'est fait quoi. On rappelle les réglages. Et puis, sur ce site de l'esplanade du Palais de la Culture, il dirige des mains de maître une équipe forte de 30 personnes. C'est un travail colossal. En plus de gérer les humeurs de l'équipe, il faut gérer celle des artistes sans compter les problèmes d'organisation. Et à chaque fois qu'il y a beaucoup de groupes qui doivent prester, déjà il faut gérer chacun avec ses humeurs, parce que nous on ressent tout ici. Si les mecs n'ont pas bien dormi, ou ici se sont levés du pied gauche, voilà. Et il y a aussi l'organisation qui peut-être souvent ne parvenir les groupes à temps ou des petits trucs comme ça. Sinon dans l'ensemble ça va. Ça nous fait de très grosses journées. On commence à 10h et on enchaîne jusqu'au concert du soir. Mais disons qu'on est un peu habitué parce que c'est un peu comme ça partout. Des Jeux de la francophonie à l'investiture du président libérien George Weah au Festival du fleuve Niger au Mali, l'homme est sollicité sur les grosses scènes. Une occasion pour l'expert burkinabé du reste formé sur le tas d'apprendre et de se perfectionner. Il faut amener un truc qui n'est pas ondulé ici, comme ça tout le monde peut se brancher dessus. Ah, tu sais qu'il y avait enlevé. Pour moi, toutes les occasions sont bonnes pour apprendre un peu plus, pour découvrir de nouvelles choses. Le jour où on n'aura plus rien à apprendre, je pense que c'est plus la peine. Donc, c'est ça, et puis il faut... Parce qu'on sache qu'on n'est plus à l'étape de l'apprentissage. Oh, on ne finit jamais d'apprendre, hein. On finit jamais, parce que on rencontre des gens, on échange, on voit plusieurs manières de travailler, qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc, on essaye de faire une synthèse de tout ça et puis de prendre le meilleur et puis de continuer. L'ingénierat de son nourrit son homme, les cachets varient d'une scène à une autre, mais le dévouement reste le même pour l'expert burkinabé. Le meilleur. Bien sûr. Je pense que si je n'étais pas satisfait il y a longtemps que j'aurais changé de métier. C'est un métier qui est... Ça dépend de ce que vous appelez gros cachet. Comme on dit, le marguillat de quelqu'un, c'est... 1 million, 25 millions, 30 millions, 50 millions. Le marguillat de quelqu'un, c'est le crocodile de quelqu'un d'autre. Donc, disons que ça va. Je rends grâce à Dieu pour ce que je gagne, pour la chance qu'il me donne de faire ce métier-là. Et puis de gagner ce que je gagne. Eliezer Oubda, c'est un nom qui s'impose de lui-même. Il a transcendé le territoire burkinabé pour se positionner dans la sous-région comme une signature. Et ce n'est pas un fruit du hasard. L'homme est un forcené du travail, le travail bien fait surtout. Voilà, c'est la fin de ce journal que j'ai pris grand plaisir à vous présenter. Mais restez sur votre chaîne préférée tout à l'heure à 20h15 de Tibaï Wakato, le journal en moré. Et puis à 21h, vous retrouverez John William Somda pour le Spoil Time. Moi, je vous retrouve demain ici même à la même heure. Merci de votre fidélité.